En marketing, t'as que deux manières de progresser. La première, c'est de faire du marketing, et la deuxième, c'est de se faire marketer. Hello, c'est Thomas Olivier, marketeur, podcasteur et infodivertisseur. Je fais du marketing et j'aide les gens à faire pareil tous les jours. Dans Moment M, je vais te raconter les histoires des marchés, marques et personnalités qui façonnent le marketing game. But de l'opération ? T'exposer suffisamment pour que tu puisses toi aussi raisonner comme un marketeur pro. Peter Drucker disait que l'innovation systématique requiert la volonté de considérer le changement comme une opportunité. Et si nous prenons la liberté d'interpréter à notre sauce les paroles de l'économiste austro-américain, on pourrait aisément résumer cet épisode par ces mots. C'est dans un contexte de révolution numérique mondiale, aussi appelée troisième révolution industrielle, que le 25 décembre 1969, la manufacture Seiko s'apprête à offrir à l'horlogerie un cadeau pour le moins empoisonné. Une montre utilisant un oscillateur électronique asservi par un résonateur en cristal de quartz. Cet oscillateur à cristal crée un signal temporel très précis, tellement précis que les montres à quartz sont désormais plus précises que les montres mécaniques. Outre le gain de précision, le quartz offre la possibilité de remplacer les affichages analogiques par des affichages numériques tels que les affichages à diode électroluminescente, appelés DEL, et plus tard les affichages à cristaux liquides, plus généralement appelés LCD. Les montres à quartz ont également un besoin d'entretien réduit et dans le cas des modèles à bas coût, un prix de vente beaucoup plus bas. C'est par ce bouleversement technologique et commercial que commence le déclin de l'industrie horlogère suisse, les entreprises asiatiques assurant désormais l'essentiel de la production mondiale de montres après avoir adopté la nouvelle technologie. Pourtant, l'horlogerie suisse réagit rapidement, puisque dès le Basel World 1970, la compagnie Ebosch SA présente la première montre analogique à quartz suisse. Plus que le modèle, c'est son mouvement qui connaîtra du succès, puisque Rolex, Patek et Omega l'utiliseront pour différents modèles. Des modèles aujourd'hui bien cachés dans les archives. C'est aussi en 1970 qu'Hamilton présente la Pulsar, première montre mécanique électronique au monde. Omega présentera ensuite la Marine Chronometer, première montre certifiée chronomètre de marine, précise à 12 secondes par an grâce à un circuit à quartz qui produisait 2 400 000 vibrations par seconde. Puis en 1976, l'Omega Chrono Quartz, le premier chronomètre analogique numérique au monde, auquel a succédé dans les 12 mois le calibre 16-20, la première montre bracelet chronomètre entièrement LCD de la société. Mais en dépit de cette rapide réaction et de l'avancée technologique que représente le quartz, les Suisses ont hésité avant de l'adopter. Et ça n'a rien de surprenant puisqu'à l'époque, les montres mécaniques suisses dominent les marchés mondiaux. Et si Danny Miller n'a pas encore écrit Le paradoxe d'Icare, la Big ID qu'il y développera dans les 90s, elle, est déjà bien ancrée. Car après tout, pourquoi changer ce qui fonctionne bien ? Nous sommes en 2023 et cela fait bien longtemps que Danny Miller a écrit Le paradoxe d'Icare. La réponse est donc évidente, pour éviter de se planter. Mais à l'époque donc, tout ça n'a rien de logique, d'où l'hésitation des Suisses. Hésitation qui n'empêchera pas, comme nous l'avons vu, les plus grandes maisons de faire leur expérience. Pour autant, la réaction helvète n'est pas celle d'un vendeur de magnétoscope qui se dépêche de fabriquer des DVD avant qu'il ne soit trop tard. Au contraire, les grands noms de l'horlogerie suisse font le choix, à première vue de moldu, suicidaire, de rester fidèles à la technologie traditionnelle des montres mécaniques. Soyons francs, peu de marketeurs auraient pris cette décision comme je viens de vous la présenter, ils seront davantage à la défendre si je vais jusqu'au bout de mon explication. Puisque le quartz fait baisser les prix, la Suisse va se concentrer sur le marché du luxe et développer des pièces non nécessairement plus complexes, mais plus cher. Cette stratégie s'est avérée payante, la situation actuelle le démontre, mais il a fallu serrer les fesses car l'excellence de l'horlogerie, composante importante de l'identité nationale suisse, a été mise à mal. En position de force sur le marché et avec une industrie horlogère nationale organisée largement et profondément pour promouvoir les montres mécaniques, plusieurs horlogers en Suisse pensaient que le passage aux montres électroniques n'était pas nécessaire. Mais d'autres, à l'extérieur de la Suisse, y ont vu un avantage et ont poursuivi le développement de cette technologie. Si bien qu'en 1978, les montres à quartz ont dépassé les montres mécaniques en popularité, plongeant l'industrie horlogère suisse dans la crise tout en renforçant les industries horlogères japonaises et américaines. Cette période a été marquée par un manque d'innovation en Suisse, alors que les industries horlogères d'autres nations tiraient pleinement parti des technologies émergentes, notamment de la technologie des montres à quartz, d'où l'expression crise du quartz. Crise qui sera responsable de la disparition de nombreuses maisons horlogères autrefois rentables et célèbres devenues insolvables. Entre 1970 et 1983, le nombre d'horlogers suisses est passé de 1600 à 600. Entre 70 et 88,
L'emploi dans l'horlogerie suisse est passé de 90 000 à 28 000 personnes. A contrario, les États-Unis ont rapidement pris une avance technologique, en partie grâce à la recherche en microélectronique pour les programmes militaires et spatiaux. Des entreprises américaines comme Texas Instruments ont lancé la production de masse de montres à quartz numériques et les ont rendues abordables. Il est d'ailleurs intéressant de noter la différence de sémantique pour qualifier la période. On dit crise du quartz en Suisse, on parle de la révolution du quartz dans d'autres pays. Et ce n'est pas qu'une question de positive business attitude dont les Américains sont si friands. Pourtant, à l'heure où nous parlons, l'horlogerie suisse est en croissance et les entreprises américaines de semi-conducteurs ont fini par se retirer complètement du marché des montres. À l'exception de Timex et Bulova, les dernières entreprises horlogères américaines traditionnelles, dont Hamilton, ont fait faillite et ont vendu leur marque à des concurrents étrangers. Notons d'ailleurs que Bulova sera finalement vendu à Citizen, une entreprise japonaise, en 2008. Mais revenons à 1983, date à laquelle la crise atteint son poids critique. C'est en 83 que les deux plus grands groupes horlogers suisses, la SWAG, dont je vous passe le détail barbare de l'acronyme, et la SSIH, Société Suisse pour l'Industrie Horlogère, fusionnent pour sauver l'industrie. Ce groupement ne vous dit probablement rien. Il est pourtant le plus grand fabricant de montres au monde. Mais ce n'est qu'en 1998 qu'il est rebaptisé du nom que tout le monde connaît désormais, le Swatch Group. Face à la montée du quartz, donc, l'union a fait la force. L'occasion de citer quelques marques propriétés du Swatch Group. Blancpain, Breguet, Harry Winston, Longines, Omega et Tissot. Autant de manufactures traditionnelles qui ont survécu à la plus grande crise que l'horlogerie n'ait jamais connue. Grâce à une stratégie contre-intuitive, continuer à faire ce qu'on sait faire de mieux et valoriser davantage ce travail. Mais ce n'est pas tout. Car pour exister dans un marché où la demande veut des piles, il a fallu proposer des piles. Car paradoxe ultime, c'est bien ces maudites piles qui ont sauvé la Suisse. Et plus qu'une technologie ou un produit, c'est une marque jeune et amusante avec l'identité et le concept marketing correspondant, incluant le développement de tous les modèles selon l'image de marque, qui jouera les sauveurs. L'occasion pour moi de rendre hommage à Franz Sprecher, le consultant marketing à l'origine du concept de la philosophie marketing et produit de la Swatch. Scellée dans un boîtier en plastique, vendue comme un produit jetable avec une faible probabilité de besoin de réparation, elle comportait moins de pièces mobiles, 51, que les montres mécaniques, qui en comptent environ 91. Elle avait l'avantage d'avoir une production automatisée, offrant une bien meilleure rentabilité. En moins de 2 ans, plus de 2,5 millions de montres Swatch ont été vendues. À ce niveau, on ne parle plus de succès, on parle d'un tsunami. L'horlogerie traditionnelle a survécu, grâce à un grand écart, le bas de gamme jetable de Swatch et le très haut de gamme de Patek, Vacheron Constantin, Audemars et Rolex. Entre les deux, les autres. Et après quelques années très difficiles, le marché se calme, si bien que le quartz et son effigie numéro 1, Swatch, voyez-vous plus incroyable paradoxe, font figure de ringard au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans les années 80. Si bien que la demande se tourne de nouveau vers les mouvements mécaniques, progressivement devenus des produits de luxe, ils sont appréciés pour leur savoir-faire élaboré, leur attrait esthétique et leur design glamour. La montre mécanique devient un bel objet, une œuvre d'art et un marqueur social, plutôt que de simples dispositifs de mesure du temps. Voilà comment l'horlogerie suisse en est arrivée là où elle est aujourd'hui. Voilà comment elle a survécu à ce qui aurait dû la tuer. En s'unissant pour répondre, évidemment, et en repositionnant un savoir-faire pour lequel elle n'a nul autre pareil dans le monde. Mais si la crise du quartz reste un traumatisme fort, tant sur le plan économique que psychologique pour le monde de l'horlogerie, ce n'est peut-être pas la fin des galères pour autant. Dans le prochain épisode de Momo aime l'horlogerie, nous verrons qu'une autre tempête pointe le bout de son nez. Avec en tête une entreprise dont les présentations produits sont une référence absolue. Une entreprise qui ne se manque presque jamais quand il s'agit de lancer un produit sur un nouveau marché. Une entreprise dont les moyens dépassent non seulement ceux de toute l'horlogerie suisse réunie, mais aussi celui de la plupart des États européens. Une entreprise qui est venue positionner la montre sur un nouveau marché encore, celui de la santé. Et ben voilà, t'as écouté cet épisode de Momo aime jusqu'au bout. Merci maintenant de le partager à au moins une personne autour de toi, de mettre les 5 étoiles qui vont bien et le commentaire qui va avec. C'est ce qui m'aide le plus à ressortir dans le classement des plateformes d'écoute et donc à le faire découvrir à de nouveaux auditeurs. C'est tout pour le podcast. Maintenant, si le marketing t'intéresse et que tu veux t'y former avec quelqu'un qui fait ça tous les jours, sache que j'envoie des emails quotidiens sur le sujet. Peu probable que tu oses appliquer tout ce que je te partage dedans, mais c'est un bon moyen de progresser gratuitement tout en découvrant ma vision et mes méthodes. Et pour aller plus loin et apprendre à penser comme un marketeur pro, j'écris la seule formation papier du marketing game. Ça s'appelle les Marketing Papers et ça arrive chaque mois dans ta boîte aux lettres. Enfin, si tu as des besoins pour créer, gérer et mettre en place ta stratégie marketing, c'est avant tout en tant que marketeur que je gagne ma vie. Et là encore, le deal que j'ai à te proposer pourrait bien te surprendre. Pour plus d'informations sur moi, mon contenu et le comment on peut éventuellement bosser ensemble, rendez-vous sur lenouveaumarketing.fr. C'était Thomas Olivier. Ciao, bye bye.